merci à toutes et à tous d'être venus m'écouter. Et donc, ici, moi, je vais vous présenter un mémoire en fait, que j'ai réalisé dans le cadre de mon master que j'ai fait en 2018 sur les dynamiques de civilisation et d'invisibilisation autour du quartier gay. Et donc, durant cette étude, donc, je me suis intéressé à la place Fontenas. Pour celles et ceux qui ne voient pas, c'est une place qui se situe dans le Pentagone bruxellois, vraiment à la lisière de l'hypercentre touristique, et qui fait par ailleurs la jonction entre les boulevards Anspach et Maurice Lemonnier. Et alors cette place, elle m'a intéressé parce qu'elle est située entre deux quartiers qui sont assez emblématiques. En tout cas, des quartiers qui font souvent écho dans les imaginaires collectifs des Bruxellois, à savoir le quartier qu'on nomme souvent le quartier gay, que je constitue généralement autour de la rue du Marché au Chambon. Et de l'autre côté, le quartier Anessens, qui est souvent qualifié de quartier populaire, parce qu'il a un des revenus moyens par habitant qui fait partie des plus bas de la région. Il y a un taux de chômage qui est très élevé également. C'est une terre d'accueil assez importante pour les nouveaux arrivants à Bruxelles, parce qu'il y a la proximité avec la gare du Midi. Il y a aussi des ressources communautaires et linguistiques qui sont disponibles dans le quartier, qui jouent donc les pôles d'attraction. Et donc il y a l'espace Fontenas qui se situe au milieu et qui fait la jonction. Et alors, cette place, elle n'a pas une très bonne réputation. Elle a souvent été catégorisée, notamment par les médias, comme une place dangereuse, en particulier pour les populations homosexuelles, à cause de sa proximité avec le quartier gay. Et alors, voilà, ici j'ai pris quelques extraits de presse. On voit une agression homophobe de la place Fontenas dans la rue d'Anderlecht. C'est des catégorisations qui sont très présentes également dans les discours sociaux, notamment je reviendrai un peu plus tard sur la méthodologie, mais chez Nina Abondant, on a cette réputation-là. Voilà, ici, d'autres extraits, bagarre de la qualification du Maroc, voiture incendie, place Fontenas. Et alors, ces catégorisations, elles n'interviennent pas dans un espace qui est neutre. C'est un espace qui est largement assimilé au public arabe musulman, j'ai envie de dire. Et donc, si vous voulez, il y a une assignation de fait et par l'espace à certaines caractéristiques qui sont socialement dénoncées, comme ici la dangerosité ou l'homophobie. Et donc, il y a des associations de pensée, si vous voulez, qui sont très fortes entre un espace spécifique, certains publics et ses caractéristiques sociales. Et alors, c'est en partie inquiétant parce que ces catégorisations elles sont validées par certains discours politiques. Ici, j'ai repris un extrait du dernier plan d'action interfédéral de lutte contre la discrimination et la violence à l'égard des personnes LGBTI, qui a été érigé par Zouane Menir, qui est l'ancienne secrétaire d'État fédérale à l'égalité des chances, qui fait partie de la NBA, et alors qui dit ici explicitement que les personnes musulmanes ont une attitude plus négative envers les personnes homosexuelles que les personnes chrétiennes. Donc c'est posé là, ça sort d'une étude, mais donc c'est posé là avec quand même assez peu de nuances, en prenant pas en compte d'autres éléments sociaux, par exemple le genre, par exemple la classe sociale, ou lorsque Irène Zellinger, qui est le président de Garance, avait mentionné dans une carte blanche à ce propos, la couleur politique, par exemple. Ça gradue aussi d'une certaine façon l'homophobie. Il y a des gens qui sont plus homophobes que d'autres. Il y a une homophobie qui est plus négative que l'autre. Et finalement, ça instrumentalise l'homophobie comme une caractéristique spécifique de race ou de religion. Alors même plusieurs études en fait, donc le caractère protéiforme de l'homophobie est surtout socialement dispersée, c'est-à-dire qu'elle prend des aspects différents et ce dans tout un tas de strates sociales. Et voilà. Et donc ça c'est notamment ce qui m'a donné envie, au cours d'un cheminement,
de faire cette étude, de faire ce mémoire, pour nuancer justement ces catégorisations, pour nuancer certaines oppositions supposées, notamment entre le monde arabe, avec tous les guillemets que je pourrais y mettre, et les personnes et les droits LGBTI, en mobilisant justement la notion de frontière et en l'interrogeant, la notion de frontière qui est au cœur généralement de ces catégorisations, pour in fine en fait, analyser la construction des espaces, à la fois la construction topographique, un agencement spatial, mais surtout social et discursif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit de ces espaces, comment on se les représente, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y pratique. Et alors j'ai pris différents axes de domination et d'oppression pour poser mon analyse et pour penser la relation aux espaces. Celui de la, je reviendrai plus tard, mais celui de la sexualité, celui du genre, de la classe sociale et de l'ethnicité. Je ne vais pas trop m'attarder sur la méthodologie, mais voilà, en gros, j'ai divisé mon terrain d'enquête en plusieurs parties, mais dont 3 qui sont intéressantes. Avec ça, c'est un petit peu brouillon, j'ai fait le schéma par Paint. Voilà, c'était les outils que j'avais quand j'étais encore au mouvement. Mais donc voilà, moi j'ai fait l'observation sur la plateforme Pénas en tant que telle, sur la rue du marché au charbon qui est généralement assimilée au commencement du quartier gay, et sur le boulevard Maurice Monet qui fait émerger le quartier à l'essence. J'ai fait des entretiens semi-directifs avec des usagers des calendriers et des riverains du quartier au sens large. L'idée, c'est d'avoir des personnes qui ont une représentation de l'espace par leur usage. Ça aurait pu être par exemple des travailleurs qui passent tous les jours par la place. Et voilà, j'ai également eu quelques explorations mais qui n'ont pas eu une très grande significativité. Et voilà, la place Fontaine comme espace frontière. J'ai mis quelques photos. Oui, ce que je voulais mentionner, c'était que mon étude elle a une historicité, c'est-à-dire qu'elle a un contexte de production. D'une part, c'est moi qui l'ai faite, donc j'ai certaines caractéristiques sociales qui ont influencé, bien entendu, l'analyse, les observations. Mais j'ai envie de dire surtout, elle s'est faite pendant le processus de piétonisation, par lequel la place Fontaine faisait partie de la piétonisation, tout comme le boulevard François. Et au moment de l'étude, la place Fontaine est un espace de stockage du matériel des travaux, si vous voulez. Il y avait plein de barrières, de blocs de béton. Ce qui fait que sur la partie ouest de la place, il y a toute une série de matériel qui occultait cette partie. Ce qui fait qu'on pouvait quand même y passer, mais de la partie est, on ne voyait pas ce qui s'y déployait. Et voilà, je le mentionne parce que j'y reviendrai plus tard. Ça a une importance sur l'étude. Et alors actuellement, la place Fontaine, les travaux sont finis. Et voilà, j'y suis passé l'autre jour. Et moi, je trouve que c'est quand même assez aseptisé. Voilà, c'est mon avis. Mais voilà, il faut faire un peu comme sur la place Francoq, une espèce de parterre de végétation, avec des petits chemins. Et enfin, c'est mon avis. Mais donc, la place Fontaine, elle est dans le centre-ville, quand même, à l'Isère en tout cas. C'est un espace qui est très fréquenté parce qu'il y a pas mal de commerce autour, il y a aussi plusieurs lignes de transport en commun. Ce qui fait que c'est une place qui est quand même assez bondée, le jour et la nuit. Mais malgré ça, et notamment le fait qu'elle se situe entre ces deux quartiers qui sont quand même assez identifiés et dont les pratiques, voire les identités en fait, qui sont associées aux espaces qui la jouent sont assez identifiées, et bien on a un peu cette représentation de la place Fontaine comme un espace d'hybridation, une place étrange. J'ai senti quelques extraits. Une place nationale où il ne fait rien, un Nouvelle-Zélande, etc. Il y a quelques références à la frontière qui émergent de la représentation. Et alors, cette représentation, elle doit être articulée, elle doit être reliée
aux caractéristiques sociales des répondants, qui sont essentiellement des femmes et des hommes blancs de classe moyenne, donc qui ont une certaine perception également des usages de l'espace public. Et oui, c'est un déséquilibre qui est révélateur d'une part de mes propres caractéristiques sociales à moi. Et donc j'ai eu un recrutement qui s'est fait via des annonces Facebook et via mon réseau d'interconnaissances, et puis avec l'effet de neige, ça a donné un groupe plus ou moins homogène de répondants. Mais je pense que ça révèle aussi certaines invisibilités structurelles au sein même de l'espace public et certaines proportions ou non à parler, à faire un entretien, tout simplement à se confronter à la vérité que moi je peux éventuellement représenter. Mais somme toute, je crois que c'est un échantillon qui est intéressant parce que ça a créé une étude autour des dominants d'une certaine façon. Et ça montre la représentation que vous avez montrée sur le slide, donc il y a une propension assez opacifiante des perceptions dominantes du fonctionnement et de l'organisation de l'espace public. Parce qu'en fait, quand on les regarde d'un peu plus près, on se rend compte que la place Ordenas, elle est bien occupée. Et elle dit quoi des usages et des pratiques sociales qui sont stables en fait. Par exemple, sur les bancs publics, il y a des groupes, souvent des hommes d'ailleurs, qui passent la journée, la soirée, souvent ils boivent des bières, ils fument des clopes. C'est marrant parce que juste en face, sur la place même, il y a un café qui s'appelle le Monde Olympique, un café un petit peu branché. On boit des bières assez chères, et où, in fine, on a les mêmes pratiques, mais juste dans un espace qui est différent. Mais la légitimité est la même. Sur la zone OQT, il y a aussi souvent, en tout cas, quand moi j'ai fait l'enquête, c'est un espace de vente de drogue, aussi d'usage de drogue. C'est aussi un espace où ce que moi je me représentais comme des sans-abri, c'était un espace où il se posait en fait tout simplement parce qu'il pouvait y avoir une relative intimité, quoi. Il y avait une toilette publique aussi, je pense qu'elle a été enlevée, il faudrait vérifier, mais je pense que la toilette publique elle a été du coup utilisée aussi par les personnes sans-abri. Et voilà, le fait d'avoir enlevé, je pense que ça montre aussi certaines catégories de public qui sont indésirables, non seulement dans l'espace public. Voilà. Je vais voir un petit peu là. Donc là, je vais passer à la lecture intersectionnelle de la frontière. Donc moi, j'ai appréhendé ces espaces à travers la notion de sexualité, de classe, d'ethnicité et de genre. Donc c'est différents axes d'analyse. Un des exercices que j'ai fait en fin d'interview avec les répondants, c'était de leur demander, à partir de cartes vierges, de représenter la façon dont ils dessineraient les contours du quartier. Alors il y a une variété de réponses. Il y a par exemple une personne qui a dessiné l'entièreté de Bruxelles. La carte n'était pas assez large, elle se réduisait au centre-ville. Mais ce qu'on constate quand même, c'est que la place Fontenas, pour la grande majorité, ne fait pas partie du quartier gay, alors que le début est souvent associé à la rue du marché au charbon, donc en arrivant à la place Fontenas. Et c'est assez évident parce que les commerces gays, les marqueurs symboliques commencent à partir de là. Donc, sur la place Fontenas, en tout cas, tout à un moment, il y a un grand drapeau arc-en-ciel au-dessus du tonton Chémy. Voilà, qu'est-ce que ça montre? Oui, ce que je voulais aussi comprendre, c'est pourquoi du coup ils avaient cette représentation-là. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une association, une projection sexualisée aux espaces, c'est-à-dire qu'on associe une sexualité, en l'occurrence homosexuelle, au quartier gay. Et donc on a cette projection-là
qui dessine, qui matérialise les activités, les frontières du quartier gay. Et la place Fontenasse marque la tradition de cette projection. Et donc ça m'a fait poser la question de savoir si au final le quartier gay, et la place Fontenasse surtout, divisait un espace homosexuel, un espace hétérosexuel, divisait les homosexuels des hétérosexuels. Bon, la réponse est non. Ce serait bien compliqué parce qu'il faudrait déjà poser les nuances entre les interprétations, les pratiques, les identités sexuelles. Et surtout, quand on y regarde d'un peu plus près, la rue du marché de Charbon, c'est loin d'être un espace homosexuel. C'est un espace que j'ai appelé multifonctionnel, parce que c'est pas un espace qui est vraiment consacré aux pratiques, aux identités homosexuelles, hein, c'est un espace qui est touristique. Il y a beaucoup de monde qui s'y déploie, il y a des frontaleries, enfin, voilà. Il y a une minorité lesbienne, qui sont généralement associées à l'homosexualité ou à la bisexualité. Donc c'est un espace qui est très masculinisé, qui est occupé, on le verra plus tard, par un certain type d'homme. Il y a aussi la question de la présence de personnes hétérosexuelles qui s'identifient comme telles, qui à la fois fréquentent le quartier, qui à la fois fréquentent l'espace de sociabilité masculine et qui à la fois consomment des relations homosexuelles dans des espaces comme le sauna ou le spa-bar, le club de cruising, un sexe club gay. Donc voilà, donc plus qu'un espace homosexuel, je pense que c'est un espace qui a une part très masculinisée et qui est un espace qui est communautaire en fait, c'est un espace communautaire gay qui est renforcé par la présence d'institutions, de monuments, d'associations, de commerce, d'une symbolique gay, et qui génère un espace de sociabilité, de socialisation, qui est par ailleurs souvent assez essentiel en fait dans les parcours des répondants, notamment lors du coming out, parce qu'il permet d'une part la rencontre, mais aussi évidemment de certaines pratiques, de certains comportements, de certaines présentations de soi qui sont habituellement proscrites dans d'autres espaces parce que représentées comme dangereux, ou alors effectivement dangereux. Et alors ici j'ai un excellent entretien qui illustre assez bien. Moi je ne vais pas m'habiller en grande tapette quand je vais ailleurs que marcher au charbon pour une fête homo. Si tu ne veux pas te faire casser la gueule, tu es obligé de faire attention à ce genre de choses. Et donc ça montre bien comment les pratiques et le contrôle de ces propres pratiques s'associent à la représentation que les personnes ont des espaces. Et ici, en l'occurrence, la confrontation, si on veut, entre d'une part la représentation d'un espace safe, d'un espace de sécurité dans le quartier gay, à la représentation d'autres espaces considérés comme dangereux, hors des murs du quartier gay d'une certaine façon. Et donc, la place Fontenasse, pour moi, c'est pas vraiment la transition entre un espace, entre une enclave homosexuelle, disons, dans un monde clairement homosexuel, mais c'est plutôt une transition normative, en fait, par laquelle les normes de genre, de sexualité sont négociées. Et donc ça, c'était l'axe de la sexualité, qui est un axe qui est intéressant, je trouve, et c'est d'ailleurs l'axe par lequel est le plus souvent appréhendé en fait, le quartier gay, notamment en relation avec les autres espaces, que ce soit dans les études scientifiques, mais aussi dans les médias. Mais je pense que juste appréhender cet axe-là, c'est passer quand même à côté d'autres éléments sociaux qui interviennent dans la relation des espaces. Et donc voilà, pour introduire le deuxième axe, ensuite la classe et l'ethnicité, j'aurais d'ailleurs pu scinder, mais voilà, je ne l'ai pas fait. Mais je vais prendre l'exemple des coiffeurs. Donc de part et d'autre de la place Fontenasse, il y a deux coiffeurs. Donc l'un qui est situé au boulevard Marcel-Monnier, l'autre qui est situé sur la rue du Marché au Charbon. Et il y a juste la place Fontenasse qui se situe entre les deux, mais si vous voulez, ils ont une visibilité pratiquement l'un sur l'autre. Avec d'une part, sur le boulevard Marcel-Monnier, un salon de coiffure voilà, que je trouve assez classique, qui propose des coupes assez bon marché. Je pense que ça va de 5 à une vingtaine d'euros.
et qui est occupé essentiellement par une population jeune, masculine et racisée, souvent des personnes issues d'immigration nord-africaine. On fait quelques pas, quelques mètres, et puis on arrive sur le second coiffeur, le marché au charbon, qui est un coiffeur plutôt branché, avec une certaine stylistique, avec des jolies sièges en cuir par exemple. Voilà, un vintage, avec des coupes qui sont certainement beaucoup plus chères, je pense que ça va de 25 à une soixantaine d'euros la coupe. Et bien entendu, le public est aussi différent, c'est un public qui est également masculin pour l'essentiel, un public très blanc, un public plutôt branché, disons. Et donc je trouvais la comparaison intéressante parce que ça montre comment dans un espace très circonscrit, deux commerces qui offrent a priori le même service ou qui ont un service similaire peut illustrer certains contrastes. Donc c'est juste une illustration, mais il y en a d'autres aussi, mais qui montrent qu'il y a certains contrastes dans les dominances, quelle est la façon dont les gens se représentent ces contrastes, avec, pour caricaturer, une marche au charbon qui est occupée essentiellement par une population blanche et aisée. Je pense que Mathieu Van Peteghem les appelle les nouvelles classes moyennes urbaines, voilà, qui font partie des franges qualifiées du salarié tertiaire, qui ont un capital social et culturel plutôt élevé, avec des modes de vie et des pratiques de consommation dominantes. Et le boulevard Maurice Lemonnier, qui est occupé par une population plus pauvre, qui occupe un quartier plus paupérisé, issu ouvrier, dont ménage issu de l'immigration nord-africaine et subsaharienne. Ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que aujourd'hui, il s'agit avant tout de dominance et de représentation, mais que les frontières ne sont pas hermétiques. Bien entendu, les espaces ne sont pas clos socialement. Il y a une circulation très forte entre les espaces. C'est un quartier qui est touristique en soi, et il y a eu le public rue du marché au charbon, donc boulevard Maurice Lemonnier. Et inversement, il s'agit avant tout de contrastes qui sont perçus et qui sont souvent perçus comme des facteurs de tension. Ça s'articule notamment à certaines oppositions supposées, notamment entre les groupes et les espaces, et aussi certaines oppositions, encore une fois, supposées entre les sexualités associées aux groupes et aux espaces. Et donc, ici, encore une fois, un extrait qui montre assez bien, je trouve. Ce coin-là, la place Athénas, il est beaucoup plus pauvre, plus populaire, et c'est assez ambivalent finalement, car c'est un quartier à la fois lié et quand même potentiellement très arabe. Pour moi, c'est vraiment la frontière entre les deux, et je pense que là, il y a beaucoup de violence entre les musulmans d'un côté et les gays de l'autre. Je crois que ça va être un petit peu chaud. Et donc, je trouve que cet extrait, il montre bien les représentations asymétriques d'une certaine façon, et comment ici, en fait, on assimile et on compare, si vous voulez, des caractéristiques qui, a priori, n'ont rien à voir, avec gay et arabe, par exemple, avec une catégorie qu'on pourrait dire comme sexuelle et l'autre une catégorie raciale, avec une confusion aussi, pauvre, arabe, gay, c'est pas dit explicitement, mais on entend qui est plutôt associé du coup à riche, ou en tout cas à l'opposé. Et tout ça, un facteur de tension, un climat chaud, tendu, violent. Et donc, ça montre aussi la confusion fréquente entre ces catégories-là, de classe, de race, de religion. Et aussi que les catégories liées arabes ou musulmans liés, par exemple, j'aime cela parce que c'est cela que Émilie mentionnait, mais ce sont des catégories qui peinent à s'inscrire dans le prisme de la pensée, c'est-à-dire qu'il est très compliqué, et on le voit notamment dans les discours politiques, mais aussi dans les discours médiatiques que j'évoquais tout à l'heure, de penser par exemple la figure de l'arabe gay. Voilà, c'est quelque chose qui est impensé, qui est impensable. Et la figure de la lesbienne noire, j'en parle même pas. Et voilà, il y a plusieurs hypothèses, mais je pense que un des éléments qui pourrait l'expliquer, c'est notamment l'image
normatif qui est véhiculé par le quartier gay, qui est in fine un quartier qui est très masculin, et alors qui est occupé par des hommes blancs de classe moyenne, et qui limite ses accès à d'autres catégories de population, notamment les populations racisées et les lesbiennes. Alors quand je parle de limite, c'est pas une limite qui est active en soi, il n'y a pas des gardiens devant le quartier pour leur interdire les accès. Mais justement, là, la question de l'accès est fondamentale parce que c'est un accès pour cette population qui est négociée en fait, qui doit se faire via des stratégies de déploiement. Et alors, j'ai eu un écho via quoi le patron du Stabard, un club de cruising gay du marché au charbon, disait comme quoi son bar fermerait si ce qu'il appelait les musulmans ne le fréquentait pas. Et donc il insinuait qu'il y avait un public qui était largement musulman, et donc qui a priori il y allait avoir de sociabilité masculine. Et donc ils acceptent d'une certaine façon à certains types d'espaces, mais c'est un espace qui est dans un espace privé, entre guillemets, c'est un bar qui a peu de visibilité sur l'espace public, qui a des vitres teintées, donc qui est opaque. Et donc, pour moi, c'est de l'invisibilité, en fait, c'est pas avoir accès aux espaces, c'est négocier l'espace. Ils ne sont pas au Fontainebleau où il y a une très grande visibilité, où il y a... Alors, pour finir, c'est mon dernier axe, l'axe du genre. On se rend compte que malgré des espaces qui sont différents, qui ont des occupations différentes, qui ont des fonctionnements différents, qui sont occupés par des publics différents, malgré ces différences, il y a une continuité dans la domination masculine des espaces. C'est-à-dire qu'il y a une invisibilisation des femmes dans chacun de ces espaces. Encore une fois, invisibilisation ne veut pas dire absence totale, les femmes y sont, mais elles y sont à travers certaines formes de négociation, à travers certaines formes de stratégie d'adaptation, d'évitement spatial. Voilà, que Pierre Lanob a mentionné partiellement, sur lesquels Marie Guillot travaille ici. Et on se rend compte que cette individuation elle se déploie différemment selon les espaces. Sur la rue du marché au charbon, c'est souvent associé à un sentiment d'illégitimité des femmes à se rendre dans un espace qui est associé à la sociabilité gay masculine en fait. Qu'est-ce que j'irais faire là-bas? Ils sont bien entre eux, pourquoi est-ce que j'irais là? Elles y sont aussi parfois explicitement exclues. Il y a des vigiles, il y a des pancartes, notamment le cas dans le Sona, dans le Stanmar, où là l'exclusivité genrée, en l'occurrence l'exclusivité masculine, est assurée par des choses très factuelles. Et alors, sur le boulevard Maurice-Lemonnier, là c'est plutôt lié, et c'est encore une fois à mettre en relation avec les caractéristiques sociales de l'indépendante, mais c'est lié souvent à des représentations d'un espace risqué en fait, où le risque, justement le danger, est souvent associé à un espèce de triptyque qui revient toujours, c'est les jeunes, c'est les pauvres et c'est les étrangers. Parfois une combinaison des trois qui crée un espèce de combo explosif. Voilà, la représentation de ces espaces risqués induit certaines formes d'évitement spatial, de stratégie d'adaptation, jouer sur les vêtements, jouer sur son apparence, prendre certaines routes plutôt que d'autres, se déployer à certaines heures plutôt que d'autres, prendre le taxi pour rentrer chez soi par exemple. Voilà, toutes sortes de stratégies qui évoquent quand même l'individualisation et l'accès illégal finalement des femmes à l'espace public. Et pour conclure, j'ai essayé de penser un espace par le prisme des dominants, disons, en pensant un espace qui est justement souvent appréhendé de son environnement social. On pense souvent le quartier gay dans sa tolérance,
dans ces formes d'acceptation de pratiques, de transgression. Et c'est partiellement le cas, bien entendu, mais on pense rarement les rapports sociaux, les hiérarchies, les frontières en fait, qui sont internes au quartier. Or, on se rend compte que ces frontières, comme dans tout espace, en fait, elles existent, et qu'ici, en l'occurrence, c'est un espace qui invisibilise un type de population. Et par ailleurs, tous les débats qu'il y a autour des problèmes urbains à proximité du quartier gay tendent à invisibiliser en fait d'autres problèmes urbains comme celui de l'absence de libre circulation des femmes dans l'espace public. Merci. Une remarque. La question, c'est la question de la prostitution masculine sur et autour de la place Montparnasse. La remarque, c'est que, après avoir visité un certain nombre de quartiers gays en Europe, et il me semble dehors de l'Europe, ce qui me frappe quand on examine Gauchet, c'est plutôt la mixité. Pardon ? C'est plutôt la mixité, c'est plutôt la diversité sociale relative, j'entends. À nouveau, en comparant à d'autres quartiers gays, certainement en Europe, qui sont de plus en plus riches, je peux dire, en un mot. Oui, c'est vrai. La prostitution, je sais que la Montparnasse a longtemps été un lieu de prostitution et de prostitution masculine en fait. Elle s'est complètement déplacée. J'ai pas du tout vu ça ni entendu. Elle se fait via les réseaux sociaux, notamment elle se fait également au parc Royal. Elle s'est déplacée de la place Montparnasse. Je pense qu'elle se fait également dans les espaces, dans les bars, dans les saunas par exemple, ou dans les clubs de cuisine. Elle se déplace, ouais. Et en termes de diversité, oui, et aussi ce que je voulais mentionner, c'est que moi j'ai étudié un pan du quartier gay, et notamment un pan qui est d'autant plus, je pense, intégré dans la dynamique de gentrification, mais qui évoque peut-être d'autant plus que ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que les publics sont par exemple pas les mêmes quand on va un peu plus haut dans la rue Marchand-Charon. Voilà. D'autres questions? On en avait juste une. Je pense que le mémoire a été fait après le reportage. On a beaucoup parlé de Sophie harcèlement rue, à Puy de rue, qui habitait dans ce coin-là. Dont les conclusions avaient été un peu critiquées aussi par Garance parce que c'était pas très nuancé, parce qu'on rappelle la même et qui quand même avait mis dans les articles malgré tout ce problème de l'invisibilité des femmes et du harcèlement de rue, qui est là, on va en partir, je pense. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui avait été pris en compte dans ton analyse ou qui avait été connu à cette époque? Je n'ai pas la chronologie en tête de... Le reportage était connu à l'époque où j'ai fait ce mémoire, mais il avait été pris en compte dans l'analyse, enfin, il a été pris indirectement, probablement, parce que j'avais en tête, mais je n'ai pas mentionné dans mon travail. Une galerie sur ce... Mais j'aurais pu, par exemple, parce que c'est aussi un discours qui est intéressant en soi, parce qu'il visibilise d'une certaine façon les formes de harcèlement dans l'espace public. Mais ce qui avait été critiqué, je pense, par Garance, c'était l'assignation, encore une fois, à certains publics spécifiques, en l'occurrence les publics arabo-musulmans qui ne s'étaient pas dans le quartier, à certaines caractéristiques socialement dénoncées, ici le sexisme de rue. C'était ça qui avait été critiqué, je pense. Et ce que Garance voulait mentionner, c'est que ça fait un peu écho à ce que j'ai dit aussi, c'est que en fait, le sexisme est aussi une strate de la société, différemment, mais je ne suis pas sûr qu'un milieu bourgeois soit moins sexiste qu'un milieu populaire. Mais c'est un sexisme qui prend d'autres formes. Toujours pas de questions, je pense qu'il est tard, j'ai pas de... mais je crois qu'il est un peu important de passer. Alors, on va agir peut-être.
avant que je pose la question, je me disais, de représentation, j'ai vraiment envie de garder l'image que vous avez dit de participants qui avaient entouré toute la ville de Bruxelles, voire plus, quoi, pour délimiter qu'est-ce que le quartier gay. Je trouve que on a vraiment gardé ça en tête, c'est que c'est clair, on est les gays, les lesbiennes, les livres, on est partout. Et partout, il y a une question, quand on fait une mémoire, ça reste concentré sur un espace, il faut limiter sa zone, voilà. Mais il faut se rappeler qu'en fait, c'est un travail qui peut être fait dans tous les espaces, qui peut être fait dans tous les endroits. Donc, je pense que ça, c'est important à avoir en tête aussi pour se dire, mais tiens, du côté de la NSF, il y a des gays, des lesbiennes, des livres. Voilà. C'est aussi ça que je voulais soulever. Après, je n'ai pas vraiment réussi à le soulever empiriquement, dans le sens où je n'ai pas eu accès à des entretiens, par exemple, des publics homosexuels racisés. C'est un objectif pour mon thèse. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mais oui, je voulais aussi montrer un peu l'incohérence de propos comme ceux de Zoé qui en fait opposent certains groupes marginalisés d'une certaine façon, mais sans prendre en compte la complexité interne de ces groupes, en fait, et de montrer qu'en fait, oui, dans les publics musulmans, il y a la population homosexuelle.